Sciences Po Bordeaux, c'est des très belles années. D'abord des années d'émancipation intellectuelle, de découverte de théories, d'idées. Moi, je me suis beaucoup construit. J'ai beaucoup apprécié ce que j'y ai pu y trouver comme enseignement. Et puis surtout, à titre personnel, j'y ai bâti presque une deuxième famille avec beaucoup d'amis que je revois encore aujourd'hui à Paris. Et donc, c'est des années très fondatrices pour moi qui m'ont beaucoup façonné. C'est vrai que l'ENA, c'est un mythe, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, ou pas d'ailleurs, hein. C'est aussi une source de détestation, ça il faut en avoir conscience. Mais c'est vrai que l'ENA, c'était une forme de reconnaissance, surtout d'heures et d'heures de travail, d'entraînement. Et puis c'est surtout une grande porte vers une carrière très riche, très diverse et très intéressante. Donc moi, je n'ai pas fait de l'ENA le summum de la réussite de ma vie personnelle, au contraire, j'ai considéré que c'était un point de départ. Et un point de départ qui m'a amené à travailler sur des sujets aussi différents que l'outre-mer, l'antisémitisme, les élections, la vie parlementaire. Et moi, je serai toujours très reconnaissant à la République, à l'ENA, de m'avoir permis cette carrière-là, alors même que je n'avais pas de relations personnelles, je n'avais pas de connaissances particulières de ces sujets. Mais ça montre aussi que finalement, autoriser à des gens qui n'ont pas ces connaissances-là des carrières de ce type, c'est très important. Moi, je ne suis pas un homme d'État, je suis un haut fonctionnaire, comme on dit aujourd'hui, parce que j'exerce une mission qui m'a été confiée par le gouvernement, avec une petite équipe, avec des sujets très sensibles. Je crois que c'est beaucoup de responsabilités. Je crois qu'on n'exerce pas ces missions-là sans avoir conscience que derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des familles, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des joies, qu'il y a des réussites, qu'il y a aussi des échecs. Et voilà, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est ça, c'est le côté humain. On ne gère pas des dossiers, on ne gère pas des numéros, on gère des réalités vécues. Et ça, c'est extrêmement important à ne pas oublier. Mon quotidien, c'est beaucoup de rencontres avec des associations, c'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup de travail aussi avec des personnes en Europe, à l'international. On essaye de ne pas être uniquement dans une tour d'ivoire, on essaye d'être très ouvert sur des propositions, sur des expérimentations innovantes. Et donc c'est ça mon quotidien, c'est beaucoup de contacts et une grande richesse dans les personnes rencontrées. Alors la mission de la DILCRA, ça consiste à piloter, animer, proposer des actions très concrètes de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc nous, notre boulot, pour être très clair, c'est travailler avec les ministères, en allant de l'intérieur à la justice, en passant par la culture et les sports. Et donc c'est de voir avec ces ministères comment, en lien avec les associations, on peut soutenir des actions qui permettent de lutter contre des préjugés, contre des stéréotypes, de construire au fond une vie, une société plus apaisée, plus fraternelle, plus ouverte sur la diversité. Donc c'est pas facile, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a toute une palette d'actions qu'on peut utiliser. Et donc mon boulot, c'est ça, c'est essayer d'appuyer sur chacune des touches de l'action publique pour faire en sorte de faire progresser ces questions-là. La mission à la DILCRA, c'est une mission à durée indéterminée puisque j'ai pas de bail, j'ai pas de mandat avec une date fixe de fin. C'est quelque chose qui est confié par le gouvernement et qui peut s'arrêter tous les mercredis en Conseil des ministres. Donc moi, j'essaye de faire mon mieux à cette mission-là. Si demain je suis appelé à de nouvelles fonctions, eh bien, je serai très heureux aussi de découvrir d'autres milieux et d'autres problématiques. Je conseillerais à un étudiant de Sciences Po Bordeaux d'être libre, d'oser, de construire sa propre personnalité, de faire confiance à ses envies, à ses instincts. Et puis après, il faut beaucoup travailler, évidemment, il y a une part d'engagement qui est très forte. Mais d'abord, de ne pas essayer de copier quelqu'un ou de s'engager dans une voie qui est toute tracée. Moi, je pense qu'au contraire, on a besoin aujourd'hui parfois de prendre des chemins de traverse, de prendre des risques pour faire des choses que l'on aime. Et si on fait ce que l'on aime tous les matins, qu'on se lève en ayant assez conscience du sens de sa mission, je pense qu'on sera forcément heureux, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on a une bonne chance de l'être. Bonjour à tous. D'abord, c'était super, hein. Moi, je suis très content de vous avoir là à travers un écran, mais ça me replonge dans des années qui étaient assez fantastiques, je dois dire. Fantastiques sur le plan intellectuel, bien sûr, parce que j'ai le souvenir de cours magistraux assez incroyables, avec des grands pédagogues, avec des gens qui ont beaucoup compté pour moi. Et surtout, moi, j'ai noué à Sciences Po Bordeaux vraiment des amitiés très fortes. J'étais assez passionné d'histoire, passionné de lettres, passionné d'actualité. Et en fait, à l'issue de mon baccalauréat au lycée Saint-Jean-Perse de Pau, je ne sais pas s'il y a des Palois qui nous écoutent, j'avais envie de devenir journaliste. Et la voie royale pour devenir journaliste, c'était évidemment Sciences Po. Et donc, j'ai passé plusieurs concours, celui de Paris, celui de Rennes, celui de Bordeaux. Et j'ai eu celui de Bordeaux et j'étais très content. D'abord parce que c'était un IEP, comme on disait à l'époque, très, très coté. Et puis surtout parce que ça me permettait d'aller assouvir ma passion
du journalisme, des médias. Et puis après, à Sciences Po Bordeaux, j'ai fait complètement autre chose. Quand je suis rentré à Bordeaux, je me suis dit, bon, voilà, j'en ai bien profité. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ma vie ? Comment je peux essayer de mettre à profit toutes ces années d'études ? Et l'ENA s'est à peu près imposé à moi parce que j'étais pas mauvais en économie, j'étais pas mauvais en droit, j'avais aussi le goût des affaires publiques. Et donc, comme j'étais parmi peut-être les moins mauvais avec d'autres, on m'a un peu poussé dans ce sens-là. Et je me suis pris au jeu, donc j'ai fait ma 3e année, parce qu'à l'époque c'était comme ça. J'ai fait l'année de pré-ENA à Bordeaux, une année entière, et puis donc j'ai passé l'ENA et j'ai réussi l'ENA après. Des conseils, je crois que j'en ai reçu beaucoup. D'abord, il y avait toutes les conférences de méthode avec Jean Petot, avec Jean-Marie Perret sur la culture générale, comment on peut s'exprimer, comment on structure une pensée, un plan. Donc tout ça, moi, c'est des choses que j'applique encore aujourd'hui, évidemment. Et puis, il y a eu la découverte de matières, des matières, je pense à l'économie politique, je pense au droit constitutionnel, au droit public. Donc, je n'ai pas le souvenir d'un seul conseil, si ce n'est que j'ai quand même en souvenir cette très grande liberté qu'on nous laissait. Une liberté de penser, liberté de faire des choses, liberté d'entreprendre, liberté de se construire. Et ça, je pense que c'est très précieux aujourd'hui d'avoir cette liberté de se construire. On nous appelait, on nous invitait, je crois, à beaucoup dépasser les préjugés, les poncifs, les stéréotypes. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, maintenant, dans mon travail. Alors d'abord, moi, je passe l'ENA une première fois. Là, vraiment, j'ai beaucoup bossé. Vraiment, je passais mes journées, mes nuits. J'avais un programme de travail extrêmement ambitieux. J'étais entouré aussi de gens qui préparaient d'autres concours de la fonction publique. Je pense à l'INET, qui était très difficile, d'ailleurs, à l'époque aussi déjà. Et donc, on s'est beaucoup motivé, on s'est beaucoup préparé, on se faisait beaucoup d'oraux blancs. Je me souviens qu'on s'entraînait à faire des oraux de 20 minutes sur les relations internationales en Afrique, la construction européenne, les finances publiques, les questions de droit européen. Et donc, tout ça pendant près de 9 mois, 12 mois. Et je pense que j'ai jamais autant atteint, sur le plan intellectuel, un niveau de connaissance qu'à l'issue de cette pré-ENA. Et c'est vrai qu'on était bien entourés. Et donc, voilà, la deuxième fois, j'ai pas repassé le concours, les écrits, les oraux, et je les ai eus. À l'époque, je ne pensais pas être un génie, je ne pensais pas être le plus doué des élèves. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de plongée dans les revues juridiques, les revues économiques, beaucoup à potasser, à écouter des choses sur France Culture, la littérature, etc. Et je crois qu'il n'y a pas complètement de hasard. Je pense qu'il y a une part de chance. Alors moi, il y a une part de chance qui fait qu'on peut être admis ou pas admis. Mais pour arriver à toucher cette part de chance, il faut quand même un gros travail de fond. Donc c'était un peu intimidant d'arriver dans ce monde-là que moi je ne connaissais pas. Moi je ne suis pas fils de diplomate, je ne suis pas fils de préfet. Et il y a des critères sociaux évidemment, ou des codes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais finalement tout ça, ça s'acquiert, ça passe. Et en fait, je pense que ce qui fait vite la différence, c'est le fait qu'on est tout de suite envoyé en stage. Et là, en stage, quand on est auprès d'un préfet, quand on est auprès d'un ambassadeur, quand on travaille beaucoup, qu'on voit beaucoup de choses, beaucoup de gens, finalement, toutes ces questions-là deviennent absolument secondaires. Et ce qui compte, c'est l'efficacité au travail. Et puis finalement, on apprend ce qu'on ne connaît pas. Donc moi, qui n'étais pas du tout d'une famille de militaires, par exemple, eh bien, j'ai appris les grades, j'ai appris à reconnaître ce qu'il y avait sur un képi, ce qu'il y avait sur un uniforme. Et tout ça se fait très naturellement d'ailleurs. Donc ceux qui connaissent, ils savent déjà, et ceux qui ne connaissent pas, ils apprennent. Donc l'arrivée à l'ENA, ça a été ça, ça a été de nouvelles choses à apprendre, de nouveaux codes à connaître. Mais tout ça n'était pas du tout insurmontable, évidemment. Alors, il y a un classement, évidemment, qui détermine beaucoup de choses. Moi, j'étais 40e sur 100. Donc j'étais vraiment au milieu de la promo. Ce qui finalement est une situation assez confortable parce que c'est une position qui vous permet de ne pas être embêté par l'attraction des grands corps, parce que vous êtes persuadé que finalement les autres prendront ces grands corps avant vous. Et puis finalement, 40e, ça a laissé aussi le choix à beaucoup de choses. Ça a laissé le choix entre pas mal de postes. J'ai fait un choix socialement un peu original, puisque je suis sorti au ministère de l'Outre-mer, où j'étais chargé de toutes les questions institutionnelles, politique et de liberté publique. Donc, ce n'était pas du tout
un choix contraint. C'était vraiment un choix du cœur et j'y connaissais absolument rien. J'avais jamais été outre-mer, j'avais aucune relation familiale. Mais le sujet m'intéressait vraiment. Je trouvais que c'était un beau challenge. Ça me permettait d'être chef de bureau d'une petite équipe à 26 ans. Et puis, c'est des matières qui m'intéressaient, les affaires constitutionnelles, les affaires politiques. J'avais un peu l'impression de découvrir encore un autre monde. Donc, c'est ce choix-là que j'ai fait. Et j'ai jamais regretté du tout de ne pas être sorti dans les grands corps parce que finalement, les missions d'inspection, les missions de juridiction, je ne suis pas sûr d'en avoir toutes les qualités, toutes les compétences. Je ne suis pas sûr d'être fait pour inspecter les gens. Je pense que je suis plutôt fait pour animer des politiques et essayer de porter des sujets. Donc je pense que ce n'était pas plus mal finalement que je fasse ce choix-là. Ce qui m'amène du ministère de l'Outre-mer à Manuel Valls, d'abord, c'est un parcours et puis une forme de technicité. C'est-à-dire que les Outre-mer, c'est quand même une forme de technicité parce que finalement, très peu de gens maîtrisent toutes les problématiques des questions ultramarines. Et puis, on devient assez vite spécialiste de la chose. Et donc, du coup, après quelques années passées au ministère de l'Outre-mer, je suis devenu sous-préfet. Je suis parti au ministère de l'Intérieur m'occuper après d'élections. Et donc, quand, avant Manuel Valls, Claude Barthelone se cherche un conseiller pour s'occuper de questions constitutionnelles et Outre-mer, eh bien, c'est à moi qu'il pense. Donc, je fais ce premier saut-là. Et puis après, quand Manuel Valls cherche un conseiller Outre-mer, eh bien, mon nom apparaît assez spontanément parce que finalement, c'est un petit milieu, c'est une petite famille. Donc, je suis nommé conseiller Outre-mer. Mais à l'époque, je suis conseiller de l'ombre, c'est-à-dire que je suis chargé de conseiller le Premier ministre, je suis chargé d'entretenir des relations pour son compte, des relations politiques, des relations parfois de pouvoir, ou des rapports de force, et je le fais en son nom. Et ça, c'est pas exactement la même chose que des fonctions publiques comme aujourd'hui, que je peux assumer directement moi, ce qui me permet d'avoir cette interview. Mais c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'être conseiller, il y a quand même une part de modestie, une part d'ombre, une part de rigueur ou d'abnégation qui font qu'on travaille pour les autres. Donc on écrit pour les autres, on pense pour les autres, et puis surtout on est chargé de leur présenter des choix. Donc quand on est conseiller du Premier ministre, on arrive avec des problèmes à soumettre au Premier ministre, et surtout on est chargé de lui proposer aussi des réponses. On ne peut pas arriver avec un paquet de problèmes, les poser sur le bureau du Premier ministre, et lui dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, chef? Le Premier ministre, il va avoir un quart d'heure à vous consacrer, il va avoir 20 minutes pour réfléchir à une question, il va avoir au mieux 1 heure pour faire une réunion avec des élus importants, mais donc il faut vraiment lui lâcher le travail. En tout cas, il faut lui proposer des grandes options, des grandes stratégies. Et donc voilà, donc ce travail-là, c'était évidemment tout à fait passionnant, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. On ne passe pas directement de jeune énarque à 26 ans au cabinet du Premier ministre à 34. Il y a eu des moments très forts avec notamment les députés ultramarins. Il y a eu un hommage à Aimé Césaire qui était très fort. On avait réussi avec Claude Barthelone à faire jouer à l'hôtel de Lacé, qui est vraiment un hôtel 16e, 17e, 18e, avec de la dorure et des lustres partout et des miroirs, à un mini Versailles, le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et donc Aimé Césaire, donc on avait invité en plus son petit-fils qui jouait du piano, et donc il y avait les tambours, il y avait le piano, et puis il y avait une lecture du discours sur le colonialisme. Et tout ça était très fort parce que ça se faisait dans des lieux de la République, avec plein d'élus ultramarins, et c'est comme si on avait là aussi essayé de faire avancer un peu l'histoire, en tout cas la reconnaissance de certaines formes d'histoire, par cette représentation. Et donc ça aussi, c'est un grand moment. Ouais, c'est un grand moment. La DICRA, elle est créée d'abord en 2012 et elle s'appelle Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc il n'y a pas de H à l'époque. Et c'est Nicolas Sarkozy qui crée la délégation. Et il crée la délégation donc en fin de quinquennat et il le fait quelques semaines avant les attentats de Zaratora. Donc c'est à Toulouse, hein, c'est Mohamed Merah. Et il le fait parce qu'on est déjà dans un contexte de montée assez violente de l'antisémitisme, des tensions identitaires. Et donc, il crée cette délégation, mais finalement, il la crée un peu comme un gadget. Pour être plus honnête, il n'a pas forcément le temps de donner tous ses moyens. Et donc, la DICRA, elle vivote pendant à peu près 2 années, et c'est Valls et Cazeneuve qui décident 3 choses. Ils décident de rattacher cette DICRA, non pas à l'intérieur, mais au cabinet du Premier ministre, ce qui lui donne vraiment une mission transversale et puis une autre autorité. Ils décident de donner à la DICRA un budget.
Et on sait bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc on arrive avec un budget propre qui permet de financer des associations, des lieux de mémoire. Et puis, il décide de nommer à la tête de la délégation un jeune préfet, charismatique, compétent, en la personne de mon prédécesseur, et avec une mission très claire qui est de cliver, de porter ce combat-là. Et donc Gilles Lavrel est nommé en novembre 2014, quelques semaines là aussi avant les attentats de 2015. Et donc c'est lui qui va construire cette boutique, qui va lui donner les moyens, qui va lui donner une visibilité. Et ça marche plutôt bien, à tel point qu'on accroche le H à DICRA, qui est donc la haine anti-LGBT, à compter de juillet 2016. Et juillet 2016, c'est un attentat homophobe dans une boîte de nuit à Orlando, qui fait une trentaine de morts, une trentaine de jeunes victimes. Et donc, à l'époque, François Hollande se tourne vers ses services, demande qui finalement s'occupe de cette question-là. Et la réponse, c'est un peu tout le monde et en fait pas grand monde. Et donc, il décide de donner le H à la DICRA, et là encore avec des moyens supplémentaires, des compétences supplémentaires. Et du coup, la DICRA se constitue comme ça, et moi j'en prends la direction en mai 2017. On m'a proposé ce poste et je l'ai accepté. Je n'avais pas d'appétence particulière pour ces questions-là, je n'avais pas de connaissances particulières, mais le Premier ministre de l'époque, le président de la République de l'époque, ont considéré que j'avais un certain nombre de qualités qui faisaient que ça pouvait marcher. Et donc, j'ai réfléchi 15 secondes et j'ai dit oui à Patrick Stroda à l'époque, qui était le directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve et qui est maintenant le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, on est une petite dizaine avec des profils très différents. Donc moi, je suis préfet, je suis originaire du ministère de l'Intérieur. Mon adjointe est originaire du ministère de l'Éducation nationale. C'est une docteure en histoire, donc qui suit toutes les questions d'enseignement supérieur également, et questions de recherche. J'ai comme secrétaire général une ancienne députée qui est arrivée dans notre équipe il y a maintenant 1 an et demi. Et avant, c'était l'ancienne présidente de SOS Racisme qui était ma secrétaire générale. Et j'ai aussi dans mon équipe, sur les questions d'homophobie et de haine anti-LGBT, l'ancien président de SOS Homophobie. Et donc en fait, mon équipe, elle est très diverse. J'ai aussi une magistrate qui est dans mon équipe. J'ai aussi des gens qui viennent de la com et qui viennent du secteur privé. Et donc nous, on est un peu quand même un ovni dans l'appareil d'État parce qu'on a un recrutement qui est très mixte, qui est très divers, et qui fait, je crois, qu'on est pour le coup très réactif et très ouvert sur tout un tas de choses. On a beaucoup de capteurs qui sont branchés sur le monde associatif, sur la recherche, sur les lieux de mémoire, sur les discussions internationales. Et ce qui nous permet d'être, je crois, plus pertinent dans la façon dont on peut conseiller le gouvernement, les différents cabinets, et puis tout simplement notre capacité à proposer des plans d'action et des stratégies très concrètes. Moi, j'ai une tutelle qui est double, hein. J'ai Matignon et puis Madame Moreno, qui est donc la nouvelle ministre déléguée à la lutte contre les discriminations. Mais je collabore, je travaille avec tous les ministères, donc beaucoup l'Intérieur, beaucoup le ministère de la Justice, beaucoup l'éducation, beaucoup la culture. Et évidemment, on ne saurait rien et on n'arriverait pas à mener une politique publique cohérente en la matière sans les associations qui sont, elles, sur le terrain. Donc, moi, je finance à peu près 900 associations par an. Ça va de la toute petite association locale qui va proposer un événement sportif à la grande fédération comme la LICRA ou SOS Racisme, qui vont, eux, porter des programmes nationaux avec des Tours de France, avec des programmes qui vont faire intervenir des centaines de bénévoles. Donc, on a cet écosystème-là qui est très large, avec le souci aussi de comparer avec ce qui se fait ailleurs. Donc, on travaille beaucoup avec les Allemands, on travaille beaucoup avec nos amis, par exemple, israéliens. On essaye justement de s'inspirer de différentes pratiques. Par exemple, on avait été voir ce que font les Anglais en matière d'accueil des victimes. On discute beaucoup avec les pays scandinaves sur les questions LGBT. Donc voilà, on essaye de ne pas être uniquement dans une approche franco-française avec quelques experts qui sauraient tout et qui donneraient des leçons à tout le reste de la société. Quand j'arrive dans mon bureau, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi j'ai des équipes, je sais pourquoi je me lève très tôt le matin et que je reviens souvent très tard le soir, de déplacement ou de visite. Et c'est vrai que parfois, on n'est pas toujours payé en retour. Hein. C'est vrai qu'il y a des matins où c'est un peu dur. Quand on a une agression homophobe quelque part, quand il y a un problème dans un commissariat parce qu'une victime est mal accueillie, quand, par exemple, il y a des vidéos de haine qui circulent, ben voilà, parfois c'est dur. Hein. On se dit qu'on a dû rater quelque chose ou finalement tout ça, ça ne sert à rien. Et finalement, moi, je dis souvent à mes collaborateurs qu'il y a 2 mots qu'il ne faut jamais oublier, c'est tenir bon.
Parfois, il faut juste tenir bon. Et si on tient bon sur nos principes, sur le sens qu'on met dans nos actions publiques, moi, je suis persuadé, parce que je suis un peu optimiste dans la vie, que ça va marcher. Et donc ça, c'est la plus belle des missions, hein, c'est se lever le matin et savoir pourquoi on fait ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 2-3 prochaines années qui viennent? D'être heureux. Ah, ben on vous le souhaite. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric. Merci.